Salut et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler des diètes miracles pour perdre du poids. Alors j'aimerais qu'on aborde ensemble dans cette vidéo la définition et de ce qu'on peut considérer comme étant une diète miracle. Qu'est-ce qu'on considère comme alimentation normale? Ensuite, ce qu'on va faire, c'est on va aborder l'état des lieux des statistiques de santé en France. On va regarder quels sont les recos alimentaires. On va voir pourquoi ça ne fonctionne pas, ou en tout cas, peut-être ça ne fonctionne pas pour toi, et ce qu'il faudrait faire pour être en meilleure santé. Ce qu'il faudrait faire d'abord avant de perdre du poids, parce que la perte de poids, ce n'est pas perdre du poids. La perte de poids, c'est être en bonne santé d'abord. Et c'est cette bonne santé au quotidien qui implique une perte de poids. C'est la remise à neuf du fonctionnement hormonal et métabolique qui permet ensuite d'avoir un poids de forme et un poids de santé. C'est ça qui permet la perte de poids, c'est pas en essayant d'abord de perdre du poids. Donc on va voir quels sont les indicateurs de santé auxquels on doit se fier et quels sont les indicateurs de santé qu'on doit améliorer pour se dire ok, je suis en meilleure santé métabolique et potentiellement, on verra quelles sont les actions qui le permettent. Donc, on va d'abord attaquer la définition de ce qu'est une diète miracle. Moi, en tout cas, la perception que j'en ai en tant que coach en perte de poids, c'est que tout ce qui sort de l'alimentation équilibrée, de l'alimentation qui est recommandée sur le plan national, est considéré comme une diète miracle. Voilà à peu près l'image que j'en ai, et c'est souvent moi ce que je vois sur les réseaux sociaux, sur les articles de santé. Tous ceux qui sont en gros, tous ceux qui sont positionnés dans le camp du bien, c'est ceux qui sont dans ceux qui proposent l'alimentation équilibrée recommandée au niveau national. Tous ceux qui sortent de cette partie-là sont dans les diètes miracles. Et potentiellement, moi, je fais partie de ceux qui prônent les diètes miracles. Pour autant, je vais pas trop sortir du cadre de la vidéo parce que ça nécessiterait une autre vidéo. Pour autant, cette alimentation équilibrée, elle n'existe que depuis très peu de temps. Le modèle qu'on en a, et je vais te le montrer juste après, il n'existe que depuis maximum une centaine d'années. Ensuite, au niveau de l'histoire humaine, on a une ère agricole qui date de quelques milliers d'années. Et avant ça, avant l'ère agricole, ce qui constitue la plus grande partie de l'histoire de l'homme, ça constitue plusieurs centaines de milliers, voire millions d'années. Et donc pendant ce laps de temps-là, avant l'ère agricole, on a eu une manière de s'alimenter qui ne correspond pas du tout à l'alimentation équilibrée qu'on a aujourd'hui, qui correspond plus finalement à des nécessités soit économiques, soit à un moment à des nécessités de pallier à une certaine famine, notamment durant les guerres. Donc cette alimentation, elle a permis aussi à des gens de survivre, faut pas je ne le nie pas. Mais cette alimentation dite équilibrée, elle n'a pas réellement de fondement. Et elle n'est même pas finalement sourcée scientifiquement. C'est-à-dire qu'elle n'a pas fait ses preuves scientifiquement comme étant meilleure. Cette alimentation, elle dispose d'un soutien des lobbies agroalimentaire. Encore une fois, je ne vais pas aller trop loin là-dessus parce que je vais en faire une autre vidéo et sinon je vais partir trop loin. Mais elle bénéficie de soutien de lobbies qui, sur le plan économique, pèsent très lourd, et des lobbies et des industries qui sont capables de fournir des études en masse. Et ils en produisent tellement que forcément, ça devient ce qu'on appelle de l'evidence-based, parce que c'est eux qui produisent le plus d'études
Donc on va dire que c'est ce qui a le plus de portée scientifique, c'est ce qui est le plus solide. Maintenant, je rentre dans la description de cette alimentation, sinon ça va aller trop loin et je m'écarte du cadre. Donc cette alimentation équilibrée, elle est constituée de plus de 50% de glucides en général, avec une tendance à la végétalisation, ce qui engendre qu'on va même plus loin que 50% de glucides. Pourquoi? Parce que quand on enlève les protéines animales, fatalement, on va les remplacer par des légumineuses, donc ça va augmenter encore un petit peu la quantité de glucides. Donc là, on a un exemple peut-être même parfait de ce qui pourrait de ce à quoi pourrait ressembler une assiette si elle devait être identifiée en une seule photo, en une seule image, l'assiette parfaite de ce qui est recommandé aujourd'hui au niveau national. Donc on va avoir une base, un quart de féculents, un quart soit de protéines, mais tu le vois ici, on va avoir des légumineuses. Donc si tu enlèves les protéines animales et que tu mets des légumineuses, ton niveau de glucides augmente fortement. Et ici, on te dit que c'est moitié. Et là, tu vois, on te met des petits pois, encore une fois. C'est pas vraiment des légumes verts, tu vois. Ici, on te met une moitié de légumes et de fruits. Les fruits, c'est pareil. Ça contient une grande part de sucre, même s'il y a du fructose aussi. Donc, tu vois que finalement, dans toute cette assiette, on se retrouve quasiment qu'avec des glucides et très peu du reste. Ok? Très peu du reste. Là, normalement, ils auraient dû mettre, ils mettent toujours quand même une petite quantité de gras, quand même le souligner. Mais voilà, ça fait pas partie, c'est pas ce qui constitue la base. Maintenant, on va voir ensemble l'état des lieux. Donc, on a un Français sur deux qui est en surpoids et une augmentation du diabète de type 2. Donc, pour ça, je me suis appuyé sur... Hop, ici, ça y est, je ne retrouvais plus la fenêtre. Je me suis appuyé donc sur cette page internet de l'INSERM. Donc, l'obésité et le surpoids, près d'un Français sur deux concerné. Et on voit ici... en descendant qu'il y a un taux de 47,3%. Ok? Donc ça, c'est pas moi qui le dis, c'est l'INSERM. Ici, je suis sur Santé publique France. Okay? Ah, il y a une petite phrase aussi que j'ai oublié de te lire. Ici. Donc c'est dans cet article-là qui est publié par l'INSERM, ce rapport, une phrase ici qui est assez importante. Force est de constater qu'au contraire des espérances, tant des pouvoirs publics que des professionnels de santé, depuis la mise en œuvre du programme national nutrition santé en 2001, l'obésité en France ne fait que s'accroître année après année. Donc là, tu vois, c'est pas moi qui dis que le plan mis en place ne marche pas, c'est l'article et le rapport de l'INSERM qui le dit. C'est une citation d'une personne. C'est pas moi qui le cite. Ok? Donc, sur santé publique, on voit qu'on a environ 4,6% de la population qui a un diabète de type 2. Actualisé en 2020, c'est 5,3%. Et ici, on voit encore sur l'INSERM que le diabète de type 2 touche aussi de plus en plus de jeunes, y compris des adolescents, voire des enfants. Okay? Et là, ils le disent eux, c'est précisément la période durant laquelle s'acquièrent les habitudes alimentaires et celles relatives à la pratique d'une activité physique. Mais c'est surtout là que s'acquièrent aussi les habitudes alimentaires. Donc ça touche aussi maintenant les personnes de plus en plus jeunes. C'est-à-dire qu'on a des résistances à l'insuline chez des gosses de 8 ans. Voilà, ça arrive. C'est le cas aux États-Unis et ça arrive de plus en plus chez nous. Maintenant, on va regarder les recos alimentaires. Regardons les recos alimentaires ensemble. Donc, qu'est-ce que nous disent les recos alimentaires? Après, on va y aller un petit peu plus en détail. Au moins 5 fruits et légumes par jour. Ça, c'est pareil, ça nécessiterait une vidéo
dédié. Mais ce truc-là, c'est ni plus ni moins qu'un argument marketing. Pourquoi on a dit 5? C'est les 5 doigts de la main, hop, comme ça, c'est facile à retenir. Et on nous a dit 5 fruits et légumes. Ça ne veut rien dire. Encore une fois, quand je prends la manière dont on s'alimentait avant l'ère agricole, je ne vante pas ça comme étant ce qu'il faut faire aujourd'hui, puisque notre mode de vie a changé. Je sais qu'on va me dire, oui, mais Sapiens, il mourait à 30 ans. Il mourait à 30 ans, c'était sa moyenne, ok, c'était sa moyenne euh, de durée de vie, parce que la mortalité infantile était très haute. Ça veut dire qu'il y avait des décès prématurés, et donc forcément que sur l'âge de vie moyen d'Homo sapiens, eh bien, ça, en moyenne, effectivement, il avait une durée de vie de 30 ans. Mais pour autant, on retrouve des spécimens qui avaient entre 70 et 80 ans, à l'époque où il n'y avait pas les pontages coronariens, les stents coronariens, la chirurgie pour tous les cancers. Il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas tous les médocs. Et il tirait jusqu'à 70-80 ans sans problème. Et il ne se posait pas la question des 5 fruits et légumes par jour. Il ne se posait pas la question du niveau de cholestérol LDL qu'il avait dans le sang. Ok ? Par contre, il ne mangeait pas des pâtes non plus, il ne mangeait pas du riz, et il ne mangeait pas des patates. Ça, c'est un fait aussi, et sous les latitudes européennes, il ne mangeait pas la quantité de fruits toute l'année, en abondance, qu'on a aujourd'hui. C'est peut-être quelque chose sur lequel il faut réfléchir. Donc là, on nous dit au moins 5 fruits et légumes par jour. Et on va voir que tout ça, ça correspond peu ou prou à cette assiette équilibrée. Là, la sacro-sainte assiette équilibrée. Des féculents à chaque repas. Ah, des féculents à chaque repas, tiens. Ah. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que tout ça, mis à part les protéines, tout ça, ça termine en sucre dans le sang. Ok ? Donc peu importe que ce soit complet ou pas complet, tout ça va terminer en sucre dans le sang. Et si c'est du fructose, ça sera directement métabolisé par le foie. Ensuite, on nous dit 3 produits laitiers par jour. Oui, non. Déjà, ça dépend de la qualité du produit laitier, d'une part. C'est pas forcément une mauvaise chose, mais entre un produit laitier qui a été fait à base de lait pasteurisé et homogénéisé et un lait cru, c'est pas la même chose. Euh, donc, pourquoi pas? Tout dépend aussi de l'état euh, de, de la perméabilité intestinale. Si on a une dysbiose intestinale, les produits laitiers, pendant un moment, vaut mieux éviter et vaut mieux peut-être se concentrer sur des produits complètement fermentés qui vont, où il y aura aussi une présence très faible de glucides. Okay, je vais pas, c'est pareil, ça peut nécessiter une vidéo dédiée. Je vais pas je vais pas trop rentrer dans le détail là-dedans. Ici, 1 à 2 portions de viande, œufs et produits de la pêche par jour. Ouais, on est plutôt sur 2 ou 3 en fait, plutôt que les 3 quarts de l'assiette constituée de végétaux et de glucides, en tout cas de protéines végétales, de féculents. Okay, mais ça, on va voir ça ensemble. Limiter les matières grasses ajoutées. Et ça, là, moi, je vais te dire, pourquoi en fait? Pourquoi? Comme on a vu, ok, jusqu'ici, et je vais te reprendre la phrase ici qui est notée, on voit qu'il y a un Français sur 2 qui est en surpoids, que le diabète touche de plus en plus de personnes et de plus en plus jeunes. Ici, on a une phrase qui nous dit que ce plan-là, qu'on nous décrit, il ne fonctionne pas. Et que ça va de pire en pire. Pourtant, on te dit, mais continue. Continue. Et t'as 50 balais, t'as 20 plombes, 30 plombes en trop. T'as déjà essayé tout ça, mais c'est pas grave. Tu dois continuer avec la même stratégie. Ok, donc on appelle ça presque la folie. Hein, de continuer de faire la même chose en espérant des
résultats différents. Hein. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Mais pourtant, on n'est pas conscient de ça. On se dit, ah ouais, bon, ben, je vais changer les pâtes, je vais mettre des pâtes complètes. Ça change pas grand chose, ok. Je vais voir si j'ai le temps de t'en parler juste après, parce que je vois que le temps file, je suis déjà à 15 minutes. Eau à volonté, ouais, putain, je suis d'accord. Là, pour une fois, on est bien. Ça, c'est bien. Augmenter l'activité physique, oui, mais de manière raisonnée. Moi, personnellement, je suis un ancien gros. J'ai eu un moment en 30 kilos en trop. D'ailleurs, je suis devenu coach sportif en ayant du surpoids. Je me suis explosé pas mal d'articulations. Si j'avais pu faire autrement, j'aurais fait autrement. C'est-à-dire que j'aurais perdu du poids d'abord avant de me lancer euh, dans des exercices physiques trop intenses. Surtout qu'en plus, selon votre niveau sportif et votre schéma moteur, ok, si vous êtes en surpoids, vous avez déjà un lest sur vous important qui va vous fatiguer beaucoup plus vite que les autres. C'est beaucoup plus dur de bouger quand on a 30 kilos en trop sur soi. Et en plus, si vous n'avez pas un schéma moteur bien développé, vous pouvez vous faire mal. Okay. Donc en fait, le sport au départ n'est pas là pour vous faire dépenser des calories. Au départ, il est là pour vous faire acquérir le schéma moteur, le bon schéma moteur, les bons patterns pour bouger correctement. C'est un outil de santé, mais ce n'est pas un outil de perte de poids. Encore une fois, je pourrais faire une vidéo sur la balance énergétique, mais je ne vais pas le faire. Je ne vais pas le faire aujourd'hui. Ça me permettra de faire d'autres vidéos. Et on va aller ici, donc les messages qui sont prévus, donc ça on le voit, mangerbouger.fr, manger au moins 5 fruits et légumes par jour, on l'a abordé, pratiquer une activité physique régulière, oui, mais ça dépend. Donc si vous avez 30 kg en trop, la marche, c'est très bien. Moi je vous suggère d'abord de vous alléger avant de vous en lancer dans la course, avant de vous envoyer des burpees, peut-être éventuellement un petit peu de musculation, mais surtout ce qu'il faut faire, c'est modifier la stratégie alimentaire. Parce que si vous ne la modifiez pas, et vous l'avez peut-être déjà vécu, eh bien c'est tout simplement que si l'activité sportive va augmenter votre appétit, va augmenter l'appétence pour les produits sucrés et pour les glucides, et vous allez tout simplement beaucoup plus manger. Donc vous allez peut-être améliorer un petit peu la composition corporelle, mais vous risquez de prendre du poids. Et moi, c'est ce qui se passait systématiquement pour moi quand j'essayais de perdre du poids avec le sport avant, sans changer la stratégie alimentaire. Et pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. Effectivement, tout en même temps, ça pue, ça pue. Par contre, c'est plutôt le trop sucré qui pose problème, et on va voir pourquoi ensemble. Donc maintenant, on va rapidement passer un peu plus en détail sur les recos alimentaires. Donc on a vu ça, les 5 fruits et légumes, au moins un féculent complet par jour. Donc là dans l'article c'était plutôt un féculent à chaque repas. Moi c'est ce que je lis en général, c'est plutôt un féculent à chaque repas. Des légumes secs, des légumineuses. Donc tout ça constitue beaucoup de glucides. Là, le seul conseil que j'aime bien, c'est voilà, consommer de préférence des produits locaux. Et ça, oui, parce que d'une part, ce sera moins cher, ce sera meilleur. Et ça sera plus qualitatif. Et puis en plus, voilà, pour peut-être l'absence de pesticides et éviter les pesticides, quoique on peut avoir deux champs à côté qui ne sont pas du même norme. Mais bon, ça reste quand même mieux. Ensuite, la consommation riche en acide alpha-linolénique, ainsi que l'huile d'olive. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit? Privilégier les huiles riches en oméga 3. Alors, ça, c'est un point, je ne vais pas rentrer en détail là-dessus, où je ne suis pas forcément d'accord. Les meilleures sources, elles seront dans les protéines animales. Et contrairement à ce qu'on pense, par exemple, un bœuf, donc la viande rouge, un bœuf entièrement nourri et engraissé à l'herbe, un bœuf qui pâture, donc qui pâture librement, qui mange et qui rumine librement, a une balance
oméga 6, oméga 3 qui est très bonne. Et des oméga 3 qui vont être biodisponibles. Alors que ceux-là, en fait, ne sont pas biodisponibles parce qu'il faut les transformer en EPA, DHA. Et des fois, on n'a pas l'enzyme nécessaire ou la quantité d'enzymes nécessaire pour faire ce transfert. Donc, pas forcément, ces huiles, c'est pas forcément les meilleures, d'autant plus que les huiles polyinsaturées, selon comment elles sont conditionnées, elles vont avoir tendance à rancir et donc à être oxydées. C'est-à-dire qu'on va les consommer, elles seront impropres à la consommation. Donc ça, c'est quelque chose à bien avoir en tête. Et c'est en plus des huiles qui ne sont pas bonnes pour la cuisson. Encore une fois, je ne vais pas rentrer en détail, sinon la vidéo, elle va vraiment durer 1 heure. Mais ce ne sont pas les meilleures sources. Éventuellement, un peu l'huile d'olive, mais ça, c'est pareil. L'huile d'olive, c'est pas quelque chose qu'on consomme en quantité industrielle de manière ancestrale. C'est quelque chose d'assez récent. Alors on dit que c'est bon pour la santé parce qu'il y a de la vitamine E, parce que c'est antioxydant. Tout se discute, ok, mais c'est pas quelque chose. On a survécu sans un long moment. Je dis pas, moi personnellement j'en consomme hein, à titre personnel, mais beaucoup moins qu'avant. Et c'est pas non plus un, euh, un essentiel, même pour la santé cardiovasculaire. Ensuite, on nous dit consommer du poisson 2 fois par semaine, dont un poisson gras, riche en oméga 3. Ça, ok, voilà, tout ce qui est cité ici, sardines, maquereaux, harengs, saumon. Pourquoi pas, même 1 à 2 par semaine. 1 fois par semaine, c'est très bien. Ensuite, encore une fois, l'apport en oméga 3, c'est quelque chose dans l'alimentation, en fait, moderne, avec les produits transformés aussi. Et si vous consommez des huiles des fritures, des fritures avec de l'huile de tournesol par exemple, eh bien on va avoir un apport conséquent en oméga 6, trop peu d'oméga 3 parce que les oméga 3 ils sont plus durs à aller chercher, et donc on va avoir une mauvaise balance oméga 6, oméga 3. Mais c'est pas tellement le niveau d'oméga 3 qui est important, c'est cette balance. Donc à partir du moment où on diminue fortement la quantité d'oméga 6, cette balance, elle est beaucoup plus équilibrée. Et en apportant des sources naturelles avec les poissons gras, et si vous faites attention aussi aux sources de viande que vous consommez, cette balance, elle peut être grandement améliorée. Consommez une petite poignée de fruits à coque non salés par jour. Oui, non, j'ai pas personnellement d'avis là-dessus. C'est au niveau biodisponibilité, ça se discute aussi. Certains avec des estomacs fragiles ont du mal à les digérer. Je dis pas que c'est mauvais, hein. Moi personnellement aussi, des fois j'en consomme, mais là n'est pas l'essentiel. Et en tout cas, pour la gestion de votre poids et pour une santé optimale, c'est pas non plus peut-être quelques noix du Brésil éventuellement, mais c'est pas un essentiel. Alors maintenant, recommandation, voilà, et c'est là où pareil, ça peut nécessiter une autre vidéo. Réduire la consommation de viande et de charcuterie. Leur consommation augmente les risques de cancer colorectal, de maladies cardiovasculaires et de diabète de type 2. Donc ça, j'ai regardé rapidement. C'est actualisation des repères, étude des relations entre consommation de groupes d'aliments et de maladies. Donc ça, c'est des gros raccourcis. Et on a vraiment... aujourd'hui, il n'y a pas de lien direct montré entre la consommation d'une viande rouge de qualité isolée avec le diabète et le cancer colorectal. À titre personnel, on a même des gens, enfin moi j'ai personnellement des gens dans ma famille qui ont eu un cancer colorectal et ils ne mangent pas de viande rouge. Ils ne mangent pas de graisse saturée. Okay, alors vous allez dire c'est des cas isolés, mais ce n'est pas
prouvé, le lien direct n'est pas prouvé. Il y a des associations, il y a des études qui ont montré des associations. Ces études comportent souvent de nombreux biais. Encore une fois, ça peut faire l'objet d'une vidéo dédiée tellement il y a de choses à dire là-dessus. Je vais rentrer directement sur les recommandations et ensuite on abordera les solutions. Donc privilégier la volaille et limiter la viande. Là, c'est une grosse connerie parce que la volaille, c'est vraiment pas la viande la plus qualitative aujourd'hui. Déjà, la viande à laquelle on est le type de viande à laquelle on est le plus adapté et qui va nous apporter le plus, ce sont les viandes rouges. Ensuite, au niveau de la volaille, les méthodes de production en général sont des méthodes intensives. La viande rouge aussi, hein, pour beaucoup d'élevages, c'est de l'intensif. Mais quand même, on trouve plus facilement de la viande rouge de qualité qui a une alimentation adaptée pour elle. Donc par exemple, les vaches et les bœufs et les bœufs qui vont ruminer, qui vont pâturer, choisir leur alimentation dans un champ et qui vont manger l'alimentation à laquelle ils sont adaptés, c'est-à-dire l'herbe. Là, on va avoir des aliments réellement de qualité, alors que pour la volaille, en général, ça va être nourri avec des graines, okay, avec des glucides. Alors des fois, elles sont enrichies, selon, je crois que c'est le label bleu blanc cœur, il me semble, avec des graines de lin, donc ça va être plus riche en oméga 3. Mais bon, une volaille, ça mange de tout, mais c'est quand même de manière prédominante carnivore. Par opportunisme, comme l'être humain, ça peut se tourner vers des végétaux quand il n'y a pas de disponibilité de protéines animales, mais dans la majeure partie du temps, c'est entre guillemets carnivore et ça va manger des protéines animales. Donc aujourd'hui, c'est plus du tout le cas des élevages de volailles, donc ce ne sera pas la meilleure source. Limiter la viande, et encore pire, les abats. Pourquoi on dit ça? Encore une fois, il n'y a aucune réelle source scientifique pour affirmer ça. Et on va voir ça ensuite au niveau des résultats, en tout cas que moi je constate avec mes élèves et avec moi-même, au niveau de ces aliments-là. Okay, et c'est même pas aujourd'hui, en plus, beaucoup de médecins ne préconisent même plus ça, parce qu'ils sont conscients que, encore une fois, quand on revient ici, que la stratégie mise en œuvre, eh bien, ne fonctionne pas et que les problèmes d'obésité ne font que s'accroître et que les problèmes cardiovasculaires ne font que s'accroître. Je voulais juste revenir peut-être ici, si je trouve. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. C'est que tout ce qui va amener vers le diabète, puisque ici sur nos recommandations, okay, on nous dit que tout ça, ça peut augmenter, alors le cancer colorectal, ok, mais les maladies cardiovasculaires et le diabète de type 2. Ici, donc, on voit effectivement que le diabète de type 2, eh bien, ça augmente le risque d'infarctus du myocarde. Okay, sauf que ce qui rend diabétique aujourd'hui, ce qui fait qu'on devient diabétique, c'est le fait que notre pancréas, à un moment, il échoue à produire la quantité suffisante d'insuline pour baisser le taux de sucre dans le sang. Et qu'est-ce qui augmente le taux de sucre dans le sang de manière incontrôlée? Ah, notre fameuse assiette équilibrée. Tiens, comme c'est curieux. Parce que c'est pas les protéines qui vont vous faire grimper la glycémie to the moon. Hein, c'est pas ça. C'est pas les légumes verts non plus. Il y a un peu de glucides dans les légumes verts, mais c'est des légumes qui contiennent peu de glucides. On va avoir pour partie les fruits. Une partie sera métabolisée par le foie, mais si vous mangez du fructose en plus des glucides en trop grande quantité, il y a un deuxième effet pervers, un deuxième effet qui se coule là-dessus, c'est que ça engraisse le tissu hépatique, et qu'en engraissant votre tissu hépatique, eh bien, ça rend votre corps
plus résistant à l'insuline, ce qui oblige votre pancréas à en produire plus pour la même quantité de glucides ingérés, ce qui fait qu'un jour, il n'en peut plus et il échoue à produire cette insuline. C'est là que vous devenez diabétique, c'est quand votre glycémie, elle reste constamment trop élevée. Et comme on le voit, le diabète, eh bien, ça favorise grandement les pathologies cardiovasculaires, et on connaît tous les conséquences finales du diabète, qui sont des fois l'amputation de membres, la cécité, les reins qui lâchent et les artères qui se bouchent, et donc les dysfonctions cardiaques. Donc il faut en avoir conscience. Et tout ça, c'est pas la viande qui le fait. Si vous retirez la charge de glucides que vous vous mettez dans la tronche tous les jours, vous n'êtes plus diabétique. Okay? Si vous retirez cette dose massive de glucides que vous vous envoyez tous les jours, vous n'avez plus de risque. Le diabète, vous avez quasiment plus de risque d'en avoir. Le diabète de type 2. Hein. Et c'est ce qui se passe en général. Okay? Donc, je reprends mes recommandations. La vidéo commence à être très longue, 31 minutes. Eh bien, il n'y aura que ceux qui sont vraiment intéressés qui seront restés jusqu'au bout, je pense. Donc, bon, vous avez compris que moi, je ne suis pas d'accord avec cette recommandation-là. Et c'est pas ça au final. Et au final, il vous faut des protéines animales parce que ce sont celles qui vous apportent le plus. Alors quand on dit des protéines animales, c'est pas que des viandes maigres, c'est pas que du blanc de poulet. C'est des morceaux variés. Et justement, il faut varier. Il faut aller sur les abats, il faut aller sur les morceaux gras. Vous pouvez manger les morceaux plus maigres, mais par exemple la queue de bœuf, le paleron, la joue de bœuf, le foie, des fois le cœur. Tous les morceaux, en fait, la viande, une bête, elle doit se manger de la tête à la queue. C'est comme ça, normalement, qu'on valorise et en plus, voilà, qu'on ne gaspille pas. On honore le sacrifice aussi de l'animal. Et aussi, eh bien, la graisse, puisque la graisse, elle constitue aussi des calories. Okay, des calories qui vont combler des besoins alimentaires. Donc encore une fois, là-dessus, moi je pense que, vous le savez, et si on reprend cette phrase, je sais que je me répète, mais que le plan actuel ne marche pas, donc à base de protéines maigres, de volailles, de machin, de trucs, c'est qu'a priori, la manière dont on mangeait avant et l'entièreté de la bête, ça posait pas trop de problèmes. Il y a une chose aussi que je vais dire dans cette vidéo, c'est qu'aujourd'hui, depuis une centaine d'années, on ne meurt plus de maladies transmissibles. Avant, on mourait à 80-90% de maladies transmissibles. Aujourd'hui, la tendance est inversée, on meurt quasiment plus de maladies transmissibles, mais de maladies dites civilisationnelles. C'est-à-dire des maladies qu'on attrape, qui arrivent et qui sont à 100% liées à notre mode de vie. Okay, ça, avant, on n'avait pas. Donc, limiter la charcuterie à 150 grammes par semaine, soit 3 tranches de jambon blanc. Ça, je suis plutôt d'accord, surtout si c'est nitrité, surtout si c'est de la charcuterie très transformée avec des merdes et des conservateurs dedans. Là, potentiellement, c'est cancérigène. Et c'est là, sur la viande, où on a un gros problème. C'est que dans les études qui étudient les cancers colorectaux, déjà, elles sont biaisées, puisque des fois, il y a certains facteurs qui ne sont pas écartés, qui ne sont pas pris, qui sont pas vraiment pris en compte, notamment mode de vie, est-ce qu'ils consomment de l'alcool, est-ce qu'il y avait du tabac. Mais il y a aussi une confusion entre la viande rouge, déjà de qualité merdique et de bonne qualité, et aussi la confusion entre une viande rouge normale et de la charcuterie ultra transformée. C'est pas du tout les mêmes sources. Okay, donc, charcuterie
Ça dépend laquelle. Par exemple, un jambon cru qui est juste obtenu par salaison, et si le mode de production, par exemple du porc, est ok, ben ça peut être bon. Pareil pour de la viande des grisons, par exemple, juste du bœuf séché, ça c'est ok. Et les pâtés artisanaux, s'il n'y a pas s'il n'y a pas de nitrite, s'il n'y a pas de conservateur pourri dedans, ça sera des bonnes sources. Parce qu'en plus, vous allez avoir des abats, donc des morceaux qu'on ne mange pas souvent, qui vont être riches en nutriments aussi, en certaines vitamines que vous n'avez pas ailleurs. Donc ça peut être intéressant. Alterner dans la semaine les œufs et les légumes secs. Voilà, moi, je vous enjoins pas à remplacer vos protéines animales par des légumes secs. Ça, c'est une énorme bêtise, à mon sens, sachant que la biodisponibilité n'est pas du tout la même. Et en plus, pour certains légumes secs, vous pouvez constater quels sont les effets quand vous les mangez. C'est-à-dire que ça ballonne vraiment fort fort. Et si ça ballonne, ça veut dire qu'au niveau de la digestion, ça ne se fait pas non plus correctement. Maintenant, on arrive presque à la fin de cette étude des recommandations. Donc réduire la consommation d'aliments gras, encore une fois, pas forcément. Sucré, c'est l'ensemble, encore une fois, quand vous mangez gras, sucre, sel, ça pue, effectivement. Ok, faut pas les mélanger. Déjà, pas mélanger gras et sucré, c'est peut-être une bonne chose. Mais si vous mangez plus gras et que vous éliminez les sources inutiles de glucides et de fructose, ça pose pas de problème. Et là, le sel ne pose plus de problème aussi. C'est surtout les ultra transformés. Et si vous êtes en surpoids, en fort surpoids, les sucrés et le fructose, potentiellement, ils vont être embêtants pour vous, surtout si vous êtes en échec depuis longtemps. Alors, ici, qu'est-ce qu'on nous dit Des récentes études ont montré des associations entre la consommation d'aliments ultra transformés et le risque accru de dire bon, ça, ok, effectivement, les produits ultra transformés, on sait que c'est de l'adobe. Ici, qu'est-ce qu'ils nous disent? Limiter la consommation de céréales du petit déjeuner sucré, le chocolat, les crèmes dessert, les glaces, les biscuits, la charcuterie, certains plats préparés. Ok, quand c'est possible, privilégier le fait maison. Et ça ne veut rien dire en fait, parce que vous pouvez manger des produits transformés maison et ça sera un peu moins pire, mais du pareil au même, puisque vous allez vous retrouver avec la même quantité de glucides, la même charge glycémique dans le sang. Ok, et je pense que je l'aborderai juste après si j'ai le temps. Elle va vraiment durer 1 heure cette vidéo. Et donc, ici, on voit qui nous parle du Nutri-Score. Et moi, je voulais vous en parler. Pourquoi je voulais vous en parler? Eh bien, parce qu'ici, nous allons prendre un beurre tout simple, okay, un aliment qui est presque peu transformé. Si on prend vraiment, encore une fois, du lait qui est obtenu d'une vache qui pâture, okay, qui est à l'air libre, d'un lait qui est non homogénéisé, non pasteurisé, ça va être un lait de qualité. Et on voit ici qu'on a un Nutri-Score E, c'est-à-dire le pire. Alors pourquoi le Nutri-Score c'est vraiment de la merde? Eh bien parce qu'ici on a considéré, à tort, encore une fois ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo parce que sinon ça va vraiment durer 2 heures, que les graisses saturées sont mauvaises pour la santé. Ce qui est une énorme bêtise encore une fois et qui n'est pas sourcée scientifiquement. On a malheureusement des études qui ont été biaisées, en plus qui datent de 1970, qui ont corrélé en fait des maladies, qui ont associé des maladies cardiovasculaires à la consommation de graisses saturées. Mais encore une fois, l'association ne prouve pas le lien de cause à effet. Parce que dans les études, il peut y avoir des biais, et notamment c'était le cas sur ces études. En plus, il y avait des biais de sélection, puisqu'on a écarté les zones et les pays qui ne nous arrangeaient pas. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que c'est pareil, ça pourrait faire l'objet d'une vidéo. Donc là, on voit qu'on a un Nutri-Score E. Là, on a une classification Nova qui est plus intéressante, qui se base sur les ingrédients transformés. On voit que c'est meilleur. Ok ?
Et derrière, c'est juste pour vous donner un exemple de comment, pourquoi c'est vraiment de la merde, le Nutri-Score. Ici, on a un petit beurre Saint-Hubert oméga 3, bon pour le cœur. Good for you, bon pour le cœur. Et qu'est-ce que c'est notre petit beurre sans huile de palme oméga 3? Okay, on a un beurre. Voyons voir si... catégorie produits laitiers. Donc, a priori, on n'a que du lait là-dedans. Voyons voir, ingrédients. Crème fraîche pasteurisée, ok. Et ferment lactique. Ok, donc très peu d'ingrédients. Et ici, on a pour notre margarine, beurre végétal, bon pour le cœur, Saint-Hubert. Donc huile et stéarine végétale 49%, colza 28%, coco, lin, karité, eau, sel de mer, émulsifiant, blablabla, 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 blablabla. Ok, donc on a un produit avec quasiment rien dedans, Nutri-Score E. Cette merde transformée, Nutri-Score C. Et on voit que la classification Nova, par contre, est beaucoup moins bonne. Donc, Nutri-Score, c'est pas forcément quelque chose. En fait, le Nutri-Score, très simplement, dès que c'est gras, ils vont vous classifier l'aliment au plus mauvais. Moins c'est gras et moins ça a de sucre rapide, mieux c'est classifié. Ok, donc il y a des petites. En plus, les industriels maintenant, ils savent faire des petites carabistouilles pour faire remonter leur score. Ce truc-là ne veut rien dire. Et là, on voit qu'on a un produit qui est ultra transformé, où on hydrogène partiellement. Ce qu'il faut savoir, c'est que les matières grasses végétales, comme l'huile de colza, ne peuvent pas être solides. Donc vous ne pouvez pas comme ça, même si vous les mettez au frais, vous ne pouvez pas obtenir une pâte solide comme on obtient avec ce beurre oméga 3. Donc ce qui fait qu'on est obligé de les transformer industriellement pour leur donner cette consistance-là. Comme je vous l'ai dit à un moment dans la vidéo, ces matières grasses-là, le colza, le tournesol, elles sont déjà très fragiles. Ça veut dire que dès qu'on extrait l'huile, elle peut s'oxyder très rapidement. Et les procédés, quand elles passent dans l'industrie, qu'elles sont soumises à la lumière, à la chaleur et à ce processus d'hydrogénation partielle, eh bien, elles vont être oxydées. Donc, on vous dit que c'est riche en oméga 3. Encore une fois, ce sont des oméga 3 qui ne sont pas biodisponibles, comme je l'ai déjà dit dans cette vidéo. Et en plus, vous allez avoir des matières grasses qui sont oxydées et celles-là qui sont, pour le coup, corrélées avec des mauvaises santé cardiovasculaires. Okay, les matières grasses oxydées, celles-là, celles qui sont altérées et impropres à la consommation, elles sont corrélées avec le risque cardiovasculaire. Donc le Nutri-Score, faites-y attention. Je vais revenir à ma mind map ici. On va essayer de faire vite pour la fin, parce que ça fait déjà 43 minutes que ça dure. Alors pourquoi tout ça je vais terminer. Hop, c'est un peu décousu, mais c'est pas grave. Je vais terminer par là. Donc ici, je vais terminer par la conclusion, parce que la conclusion, elle est quand même bien là sur les boissons. C'est que la seule boisson recommandée, c'est l'eau. Et là, je suis plutôt d'accord. Tout ce qui est boisson édulcorée, sucrée, même les jus de fruits, ça n'a pas lieu d'être dans votre alimentation, notamment si vous voulez perdre du poids. Les jus de fruits, c'est du concentré de fructose, ça va être des calories quasiment vides qui ne vont pas vous apporter de satiété. Et ça peut poser des problèmes pour vous aider à perdre du poids, notamment si vous êtes en fort surpoids. C'est pareil, ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo avec les fruits, sinon on ne termine jamais. Donc effectivement, la seule boisson, c'est l'eau. Et là ici, qu'est-ce qu'ils nous disent? Le sel consommé provient surtout des produits transformés. Oui, charcuterie, ouais, soupe, déshydraté, fromage, pain. Donc en fait, le sel,
c'est un problème dans une alimentation qui contient beaucoup de glucides, euh, mais dans une alimentation où vous êtes faible en glucides, eh bien ce n'est plus un problème. Parce que vous retenez tout simplement, le corps excrète beaucoup plus de minéraux, beaucoup plus de sel, donc cette quantité de sel-là devient moins problématique. Encore une fois, je ne m'attarde pas là-dessus maintenant, parce que sinon ça va durer 30 ans. Donc je peux revenir à ma mind map. Donc pourquoi ça ne fonctionne pas? Eh bien tout simplement parce qu'on a deux grands types de personnes. Okay, c'est un peu à la hache, mais ça va vous permettre de mieux comprendre et ça reste quand même corrélé scientifiquement. C'est-à-dire qu'on a selon les types de personnes, on a pour l'exacte même quantité de glucides absorbés, des niveaux de production d'insuline qui vont être différents. Et sur ces deux profils, ces deux types de personnes, on va avoir les petits producteurs d'insuline et les gros producteurs d'insuline. Les petits producteurs d'insuline, eh bien c'est ce pote, ce collègue qui peut manger tout ce qu'il veut, qui grossit jamais. Il n'y a pas vraiment de problème métabolique avec cette alimentation. Alors c'est pas une personne qui survivra à la prochaine famine, parce qu'il n'a pas la capacité à beaucoup stocker, mais c'est une chance, une bonne adaptation dans ce monde-là d'aujourd'hui, puisque en tout cas au niveau de sa santé métabolique globale, ça ne lui pose pas de problème. En tout cas pour le surpoids, ça ne lui pose pas de problème. Ça ne veut pas dire qu'il ne deviendra pas diabétique, hein. Mais en tout cas pour le surpoids, ça n'occasionne pas de stockage massif de graisse. En revanche, les gros producteurs d'insuline, oui, parce que eux vont rapidement devenir résistants à l'insuline. C'est comme ça qu'on a des gosses qui deviennent obèses. C'est comme ça qu'on a des ados qui deviennent diabétiques. C'est parce que ils ont une capacité à produire plus d'insuline que les petits producteurs, et donc leurs cellules vont devenir beaucoup plus rapidement résistantes, et ils vont aller aussi beaucoup plus rapidement vers du prédiabète et du diabète. Et le problème de cette insuline, c'est que c'est une hormone de stockage. Et quand vous envoyez des glucides de manière massive au quotidien, eh bien, vous allez produire cette hormone de manière massive. Et peu importe, en fait, que vous mangiez des glucides rapides ou des glucides à IG bas. Parce que quand vous avez des glucides à IG bas, vous ne diminuez pas forcément la charge totale de glucides. Encore une fois, ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo, mais je vais essayer de speeder pour terminer avant que l'heure passe. Mais on voit ici que pour les gros producteurs d'insuline, même les petits, mais que pour les gros producteurs d'insuline, notamment ceux qui ont tendance à stocker, il suffit d'un niveau très bas d'insuline pour activer ce seuil de stockage. Donc la différence, je ne sais pas si je peux vous faire un dessin. Non, je ne peux pas vous faire un dessin, ça va prendre trop de temps. Mais je vais essayer de vous l'expliquer là directement. En fait, ce qui se passe, c'est que si vous mangez un glucide, 300 grammes de glucides de manière très rapide, vous allez faire un pic de glycémie, un gros pic glycémique, et vous allez faire un gros pic d'insuline, mais qui va se relâcher plus rapidement. Okay, vous allez stocker l'excès, mais de la même manière, si vous mangez des glucides, la même charge glycémique, okay, l'équivalent de 300 grammes dans le sang de glucides à index glycémique bas, vous allez avoir un pic glycémique moins important, c'est vrai, mais par contre, cette glycémie, elle va rester plus longtemps élevée, et de la même manière, votre production d'insuline, elle va rester plus linéaire, mais plus élevée plus longtemps. Okay, donc dans un cas, ça va monter beaucoup plus haut et se relâcher plus vite, et dans un autre cas, ça va monter moins haut, mais par contre, ça va rester plus longtemps au même niveau. Vous comprenez? Et comme on a le stockage, okay, le niveau d'insuline, pour que le stockage commence, en fait, l'insuline, elle inhibe, c'est un peu technique, hein, mais l'insuline inhibe une enzyme qui permet tout simplement
de déstocker les graisses. Et à partir d'un niveau très bas d'insuline, eh bien, cette enzyme est totalement inhibée. Ce qui fait que vous ne pouvez plus déstocker votre gras. Donc si vous atteignez, il suffit que vous atteigniez ce niveau d'insuline et que vous le surpassiez pendant plusieurs heures pour ne plus perdre de poids. Ne plus arriver à vous servir de vos stocks de graisse comme source d'énergie. J'espère que c'était clair pour cette partie-là. Mais en tout cas, c'est pour ça que notre fameuse assiette équilibrée, eh bien, ça ne fonctionne pas. Parce qu'on apporte beaucoup trop de glucides, peu importe qu'ils soient rapides ou pas. Et que dans tous les cas, ça agit comme un interrupteur. C'est-à-dire qu'on active un interrupteur de stockage qui ne se désactive qu'après plusieurs heures. Peu importe qu'on soit IG bas ou haut. Ça nous fait tout de même stocker. Et en plus, plus on avance dans l'âge, plus ça devient compliqué. Et vous l'avez sans doute constaté. Parce que quand on a 20 ans, on peut manger des steaks frites tous les jours et on ne grossit pas. Puis après, arrivé à la trentaine, ça commence à devenir beaucoup plus compliqué. Et plus on avance, plus ça devient compliqué. Et plus on est en surpoids. Malgré qu'on fasse des efforts avec cette assiette où on se restreint, où on a faim, on nous dit de sortir toujours avec un peu faim, de sortir du repas avec toujours un peu faim. On ne s'en sort pas avec ce type d'assiette. Eh bien, c'est à cause de ce phénomène de stockage, à cause de ce phénomène d'aggravation de la résistance à l'insuline. Et ici, ce qu'il faut faire, on va aborder les derniers éléments, ce qu'il faut faire pour être en meilleure santé. Ah ouais, je m'étais dit que j'avais noté des choses et je ne les voyais plus. Donc, voici les solutions. Okay, donc, on a vu que la stratégie, cette fameuse diète, sainte diète, ne fonctionnait pas. C'est pas moi, encore une fois, qui le dis. Ça veut dire que potentiellement, il faut changer les choses. Et qu'est-ce qui fait qu'on va changer les choses aujourd'hui? Eh bien, il faut faire ces choses suivantes. Il faut diminuer sa glycémie. Pour diminuer sa glycémie, il faut diminuer la production d'insuline. Comme je t'ai expliqué juste avant, ça va engendrer une diminution de stockage, du stockage de gras. Quand on va diminuer la glycémie, ce que ça va faire, c'est que naturellement, ça va diminuer l'hémoglobine glyquée. Ça va diminuer ton niveau de triglycérides au fur et à mesure. Ça va diminuer ta tension. Il y a de fortes chances que ton HDL il augmente. Et ça va diminuer ton périmètre abdominal. Donc aujourd'hui, avec l'alimentation actuelle que tu as sans doute, tous ces éléments, ils sont dans le rouge. Okay, et ça, tu peux demander à un médecin, tous ces éléments-là, ce sont quand ces indicateurs s'améliorent, pour eux, pour la plupart, ça veut dire que l'état de santé s'améliore. Et peu importe, je vais le mettre là, peu importe le niveau du LDL. C'est celui qu'on dit le méchant cholestérol, le dit méchant cholestérol. Donc ça, c'est en gros le screen que tu dois avoir de ton état de santé, que tu dois atteindre grâce à une nouvelle alimentation. Et comment? Moi, par exemple, je suis arrivé à améliorer tous ces indicateurs-là. Et c'est vérifié avec avec des analyses de sang, et aussi parce que j'ai perdu plus de 20 kilos, que ça fait plus de 3 ans maintenant que je ne les ai jamais repris. Eh bien, c'était avec une alimentation qui est ici, on va revenir là, qui est estampillée de Diète Miracle. Une alimentation qu'on pourrait appeler une alimentation riche en bonnes sources de graisse et faible en glucides, considérée comme une diète miracle. Alors que j'ai galéré pendant 10 ans à perdre du poids, j'ai été gros une première fois petit, j'ai essayé cette alimentation équilibrée, je l'ai essayé, réessayé, j'ai essayé de me contrôler, de diminuer les calories, bref, ça n'a jamais marché. Puis depuis que j'ai adopté cette alimentation, qui a permis cette cascade d'amélioration au niveau de mes statistiques de santé, donc une amélioration de ma santé métabolique et hormonale, j'ai plus de problème de poids. Mais ça, je ne suis pas le seul. Ça, je l'ai vérifié déjà
sur ma compagne qui est médecin généraliste elle aussi, donc elle est médecin, tu vois, comme quoi il y en a aussi. Pareil, en plus il y a quelque temps elle a fait un screen global de sa santé, de son microbiote, et tout était nickel. Moi de mon côté, je te le montrerai pas aujourd'hui parce que ça commence à être très long, 55 minutes, waouh. De mon côté, j'ai aussi fait le screen, enfin l'évaluation de mes particules de cholestérol qui sont censées être abîmées et les bonnes. Et le ratio était nickel. Je t'en parlerai dans une autre vidéo. Et ce que je constate au niveau de mes élèves, que j'accompagne dans leur perte de poids durable, justement pour ne pas avoir faim, pour ne pas galérer, comme c'est le cas avec cette fameuse alimentation équilibrée blindée de glucides, eh bien ce qu'on constate au niveau des analyses de sang, eh bien ce sont l'amélioration. C'est vraiment commun à chaque fois au niveau de tous les élèves, c'est qu'ils diminuent leur glycémie, ils diminuent leur hémoglobine glyquée, ça diminue le niveau, ils diminuent leur niveau de triglycérides, la tension diminue, le niveau d'HDL où il est maintenu, où il augmente, et surtout il y a une diminution non négligeable du périmètre de graisse abdominale. Et ça, au niveau du tour de périmètre abdominal, bah c'est pareil, c'est un indicateur qui ne trompe pas. Et ça, les médecins le regardent en général. C'est même le principal truc qu'ils regardent et le principal facteur de risque cardiovasculaire et qui va... c'est corrélé aussi le surpoids et l'obésité est corrélé au diabète de type 2. Et donc ça, on le voit de manière récurrente chez nos élèves. Et donc ces élèves-là, ils ont aussi suivi une alimentation riche en bonnes sources de graisse et faible en glucides. Fameuse alimentation qui est estampillée de diète miracle, alors que finalement, ça correspond peu ou prou. On ne faisait pas exactement ça quand on était chasseur-cueilleur, mais ça tendait à se rapprocher en termes de répartition de macro-aliments. Et donc, ça ne trompe pas. Hein. Quand on a l'amélioration de toutes ces statistiques de santé, eh bien, on perd du poids facilement. Et derrière, on le maintient. On le maintient parce que on n'a plus ces problèmes de production d'insuline, on n'a plus ces problèmes de résistance à l'insuline. Et donc, on améliore sa santé et on perd du poids. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je pensais pas que ça allait durer 1 heure. Je pensais pas que ça allait durer 1 heure. Il va rester plus que les vaillants à la fin de cette vidéo. Donc, voilà, maintenant à toi de voir ce qu'est une diète miracle. Est-ce que la diète miracle, c'est pas cette sainte alimentation équilibrée? Pour moi, j'ai la réponse. À toi de trouver la tienne. J'espère qu'avec cette vidéo, ça t'aura apporté plus de précision sur ce qu'il faut que tu fasses. Et si tu veux aller plus loin, moi j'ai une conférence qui dure beaucoup moins longtemps, qui va être beaucoup plus centrée justement sur quels aliments te font sécréter de l'insuline ou pas, et quelle est la méthode pour que tu puisses perdre du poids durablement. Tu auras le lien en description de la vidéo si tu veux aller voir ça. Voilà, écoute, mets-moi tes commentaires, donne-moi ton avis en dessous. En tout cas, si tu as regardé jusqu'au bout, je te remercie et j'espère que ça t'a plu et je te dis à bientôt. Ciao.